Bonjour tout le monde, bienvenue à notre activité au CELAT ce matin, notre midi-conférence. J'aimerais souhaiter une bienvenue très chaleureuse à notre conférencière, Mme Catherine Berthaud-Lavanière, de l'Université de Paris 3. Elle est une collaboratrice avec nous cette année sur au moins 2 projets. Elle collabore sur un projet de recherche avec notre collègue Philippe Dubé, puis elle collabore avec nous au sein de notre colloque annuel lors de la FAS ce printemps. Donc, je le souhaite la bienvenue et je cède la parole à mon collègue Philippe pour faire une petite introduction. Merci. Merci Alice. Alors, il me fait plaisir de présenter Catherine Berthaud-Lavanière, une collègue estimée. Ça fait quand même déjà plusieurs années que j'ai le plaisir de travailler avec elle. Alors, très brièvement, Catherine donc, est professeure en histoire culturelle. Elle est rattachée donc, à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, au département de médiation culturelle. Elle est responsable donc, du M2 Pro médiation culturelle, conception et direction de projets culturels. Peut-être dire aussi qu'elle est l'auteur de quelques ouvrages, dont certainement le plus connu, La roue et le stylo, qui est paru chez Odile Jacob. Comment sommes-nous devenus touristes? Elle a publié plus récemment Voyage à vélo, une publication qui est associée à une exposition qui a été présentée à Paris il y a de ça une année et demie, et tout récemment un article fort intéressant dans l'ethnologie française sur la mise en scène de la culture populaire et le dépassement du folklore au Festival interceltique de Lorient. Il faut savoir que Catherine a travaillé sur la question de l'identité bretonne. Elle est une des premières à avoir traité du sujet, donc de la construction de l'identité régionale, et elle se commet à l'occasion sur ce thème qui est déjà ancien dans son travail de recherche. Peut-être aussi pour la situer plus directement dans cette intervention d'aujourd'hui, tout ceci s'inscrit en fait, comme on l'a dit, comme Alison l'a dit, dans un projet qui est financé par le Fonds franco-canadien de la recherche, qui s'intitule « Scénographier la parole écrite ». Alors, ça fait déjà quelques temps que nous travaillons sur ce projet, mais là, cette année, ce printemps, ce sera vraiment la mise en espace de ce projet, qui s'intitule pour l'instant « La route de soi ». Alors donc, je pense que la conférence d'aujourd'hui va nous instruire beaucoup sur les paramètres de cette exposition qui est en devenir, qui est un travail donc collectif et fait donc dans le cadre de mon séminaire « Mise en valeur des patrimoines ». L'exposition, je fais un peu de publicité, sera lancée donc, à l'occasion de la FAS, durant la semaine du 6 mai prochain. Alors voilà Catherine, je te cède la parole. Sur un mode tout à fait naturel, on s'est dit une quarantaine de minutes, et évidemment profiter de ce temps de rencontre pour les échanges. Merci infiniment, merci de m'accueillir une fois encore ici. Je suis absolument enchantée de voir Denis Saint-Jacques qui m'a accueilli il y a déjà 6 ans, je crois, qui m'a en quelque sorte donné l'autorisation morale de travailler sur ce fonds d'archives et à qui je dois beaucoup. Et puis, je suis vraiment enchantée de travailler avec le CELAT et de travailler avec les étudiantes de l'université ici pour explorer des éléments qui finalement, n'ont pas donné lieu à énormément de publications. Alors cette conférence, elle a peut-être un format un peu inhabituel. Il ne s'agit pas d'aborder une question théorique ou de faire le point sur un champ historiographique, mais de nous pencher sur une question beaucoup plus proche de la pragmatique. Comment lire en public les textes de l'intime dans un contexte muséographique? Derrière cette question s'en cachent d'autres plus générales. Par exemple, dans le contexte de l'exposition, comment les textes produisent-ils du sens? Comment le changement du contexte d'énonciation modifie-t-il le registre des significations? Et même si l'on entre dans le registre de la recherche appliquée ou expérimentale, comme aime dire Philippe, comment produire un contexte et des modalités d'énonciation qui vont produire auprès des auditeurs, visiteurs, des effets de sens attendus? Pour répondre à ces questions, nous avons décidé d'opérer, avec l'assistance des étudiants et des étudiantes en muséographie de l'université, un test grandeur nature. Nous saisir des journaux lettres d'Anne-Marie Palardy,
écrits lors de ses 7 voyages effectués entre 1907 et 1923 en Europe, adressés à ses enfants, et mettre ces textes en espace au sein d'une exposition, dans l'idée que cela nous permettrait de réfléchir au fur et à mesure aux questions qui se posent. La question du texte est donc au cœur de cette démarche. On est en présence, en effet, d'une situation muséographique particulière. Nous ne possédons peu ou pas d'objets. Et j'ajouterais, nous ne désirons pas en avoir. Le recours à la photographie est possible, mais nous avons décidé d'emblée, il y a déjà 2 ans, quand on en a discuté avec les responsables de Chicoutimi, nous avons décidé de centrer la réflexion sur le texte et la voix. Comment utiliser dans toute son amplitude un ensemble de textes et les donner à entendre par la lecture ou l'enregistrement? Toutes sortes de questions se posent dès lors. D'abord, en quoi est-ce légitime? Comment respecter l'authenticité du document tout en le rendant audible? Faut-il, par exemple, recouper les textes, les réarranger? Et si oui, jusqu'où? Est-il nécessaire de reconstruire une narration? A-t-on besoin de respecter l'ordre chronologique et l'ordre relatif des notations? Ou peut-on réinventer une logique thématique? Ces textes ont-ils été écrits pour être lus à voix basse ou lus à voix haute? Et lus à qui? Quel est leur intérêt? De quoi voulons-nous parler aussi? Est-ce que notre véritable objet, c'est l'identité d'une femme, leur auteur? Ou bien est-ce la société qui l'entoure et dont ses écrits reflètent un certain nombre de dimensions? Faut-il considérer ces lettres comme une œuvre et donc s'intéresser à leur style, à leur cohérence, ou comme une archive, et donc s'intéresser à ce qu'ils nous disent de ce qui leur est extérieur? Doit-on mettre en valeur des qualités d'écriture ou l'intérêt documentaire? Enfin, qu'est-ce qui peut passer de l'émotion qu'elles contiennent? Ces émotions font-elles sens pour des visiteurs aujourd'hui? Et si oui, à travers quel dispositif? Peut-on imaginer des dispositifs qui respecteraient les qualités propres de ces textes, qui les exalteraient d'une certaine façon, ou d'autres qui les étoufferaient sous trop de signifiants? Ce sont toutes ces questions qui se posent. Et je me propose d'en aborder un certain nombre ici. Cela devrait nous permettre de réfléchir plus généralement aux conditions auxquelles les textes font sens, dans le contexte que je précisais au début. Le premier point de réflexion doit porter sur la nature des documents que nous nous proposons d'exploiter. Les carnets lettres d'Anne-Marie Palardy, j'ai eu l'occasion de le dire ici, ont une nature complexe. Ils sont à la fois journal intime et journal de voyage, mais aussi correspondance. Du journal de voyage, ils ont l'organisation spatio-temporelle et la dimension descriptive. Il s'agit de se frotter à l'usage du monde, de le comprendre et de le raconter. Du journal intime, ces textes ont la dimension introspective et l'examen des émotions. De la correspondance, ils ont une dimension éducative. Il s'agit de transmettre et de partager une expérience. On peut se demander, au vu de toutes ces dimensions, de quoi nous allons parler aux visiteurs de l'exposition en utilisant ces textes. Et quel est l'objet même de la mise en exposition? Plusieurs dimensions s'offrent d'évidence. Premièrement, on pourrait parler du médium lui-même. Qu'est-ce qu'un carnet de voyage au début du XXe siècle? Il y a des expositions, il y en a eu une au musée McCord sur les journaux intimes, considérés en tant que tels. On peut aussi choisir d'exposer autre chose. On peut chercher à retrouver, à travers ses écrits, la personnalité et l'intimité d'une femme de la haute bourgeoisie québécoise de l'époque, en faisant l'hypothèse que ces carnets donnent accès à cette personnalité, qui la traduisent en quelque sorte ou qui la laissent deviner. Troisièmement, on peut choisir une voie plus classique d'histoire sociale et culturelle. On considérera alors que ces carnets sont autant de traces d'activités extérieures. Ils nous renseignent sur ce qu'était la pratique du voyage transatlantique, les spectacles, le goût, l'habillement, la pratique religieuse, le progrès technique.
Mais les journaux-lettres nous parlent alors d'un monde extérieur infiniment vaste dont ils ne capturent que des éclats. Pour chaque épisode du récit de voyage, il faudrait restituer le contexte, raconter par exemple, à propos d'une tempête qui dure 20 lignes dans le récit, les transformations de la navigation entre 1900 et 1920, ou à propos d'une audience chez le pape qui occupe 40 lignes des carnets, quelle était la politique papale vis-à-vis des ouvriers à la fin du XIXe siècle. La prolifération menace et la perte de sens aussi. Donc, nous écarterons d'emblée la première hypothèse, même si cela attire notre attention sur une nécessité. Il faudra bien quelque part montrer la matérialité de ces textes que nous nous proposons de dématérialiser. Il faudra que le spectateur voie les adresses, les réexpéditions, les ajouts, les salutations, les bifures qui indiquent ce qui a pu être écrit mais ne peut être lu ou dit à voix haute. Il faut sans doute indiquer quelque part qu'il s'agit là d'un genre, avec ses codes d'écriture, que c'est une pratique répandue dans la société d'alors, et mesurer ou donner à mesurer ce que ces carnets ont d'original, ce qu'ils ont de plus original. C'est sans doute leur durée, 7 voyages, 1907-1923, et aussi la répétition qui les inscrit dans un projet éducatif, et même dans le projet de vie de leur auteur. Examinons maintenant la seconde hypothèse, toujours pour répondre à la question « Quel est le propos de l'exposition ?» Voulons-nous parler de cette femme-là, scruter sa personnalité, restituer son identité? Le projet n'est pas sans intérêt pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'inscrit dans un projet plus vaste, mené par Gaston Gagnon, à Chicoutimi, qui est de faire une exposition sur le couple Palardy-Dubuc en 2015 à Chicoutimi. Mais c'est une autre problématique. Qu'est-ce qu'un couple? Qu'est-ce qu'un couple chrétien? Qu'est-ce qu'un mariage chrétien en 1920? Les expositions consacrées à des personnes existent. Elles sont en général centrées sur des individus qui ont occupé une place dans l'espace public. Généraux et chefs d'État hier, chefs d'entreprise et artistes aujourd'hui. L'exposition très réussie au Musée de la Civilisation cet hiver sur Michel Tremblay en a témoigné. On peut essayer de capturer l'essence d'une personnalité et l'esprit d'une œuvre à travers le médium exposition et réussir. Mais on a essayé aussi pour des gens beaucoup plus ordinaires, dans les musées du Fier-Monde ou dans les centres d'interprétation. Il s'agit ici d'une femme de la grande bourgeoisie du début du siècle, et donc pas vraiment d'une existence ordinaire, et donc pas vraiment du ressort de l'identification et de l'inscription dans la grande histoire du peuple québécois. Mais il ne s'agit pas d'une auteure, elle n'a jamais publié, il n'y a pas d'œuvre, ça n'est pas une artiste. C'est donc un autre personnage qui entre en résonance peut-être difficilement avec la sensibilité de visiteurs potentiels. Il faut clarifier la question d'emblée. Si l'exposition, et je viens maintenant à la troisième question, troisième hypothèse, choisir la voie plus classique d'histoire sociale et culturelle. Si l'exposition a pour fonction de tenir un discours didactique d'histoire sociale et culturelle sur la vie d'une femme de la haute société québécoise au début du siècle, alors sans doute faut-il prévoir des dispositifs muséographiques plus complets, ajouter du mobilier, des robes, des carnets de comptes et des carnets de balles, bref, une toute autre entreprise. Revenons donc au texte. Nous l'avons dit, décidé de nous limiter aux carnets de voyage et fait l'hypothèse qu'ils pouvaient se suffire à eux-mêmes, que leur mise en voix leur permettait de faire sens. Comment? Revenons sur le genre et sur ce que sont les journaux et les journaux intimes. On ne manque pas aujourd'hui de cadres d'analyse pour les textes de l'intime. Les travaux de Philippe Lejeune avaient relancé il y a une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années en France, l'intérêt pour ces textes et proposé des grilles de lecture aujourd'hui classiques. Aujourd'hui, ce type de texte a fait l'objet de publications suivies, aussi bien de la part des historiens de la culture que des spécialistes de la littérature. Et par ailleurs, l'édition de journaux intimes et de correspondances parfois monumentales a été l'occasion d'approfondir la question du genre. On retiendra
Henriette Dessaulles, Madame Circé Côté, Joséphine Marchand. Et ici, à l'Université de Laval, a été soutenu, par exemple, un beau mémoire, Journal intime de Joséphine Marchand, lecture sociocritique d'une écriture féminine. Nous avons donc les outils pour essayer de comprendre, pour savoir, on sait ce que c'est que le genre du journal intime et du journal intime féminin au Québec au XXe siècle. Les journaux de voyage ont été étudiés plutôt dans le Canada anglais, mais on a là aussi des ouvrages qui nous disent ce que c'est que des journaux de voyage écrits par des femmes au XXe siècle. Tous ces travaux ont développé une réflexion critique approfondie sur leur signification et leurs effets de sens. Je voudrais ici en rappeler quelques éléments, parce que, très évidemment, les journaux d'Anne-Marie Palardy ne font pas exception et s'inscrivent dans ce vaste champ de l'écriture de l'intime et de l'écriture féminine qui a été exploré et décrit. Écartons en premier lieu un point qui ne devrait pas nous arrêter longtemps, mais autant en parler. Citons ce que Pierre Bourdieu appellera, en reprenant dans un autre contexte la formule « l'illusion autobiographique », l'illusion biographique. Écrire un récit de vie, fût-ce sa propre vie, ça n'est, il faut le rappeler, jamais entrer sans médiation dans la vérité du sujet. Toute écriture est choix, reconstruction. Même le plus obsessionnel des diaristes ne retranscrit pas la totalité de sa vie, et s'il le fait, il devient au sens propre illisible. La carte n'est jamais le territoire. L'écriture de soi, il ne faudra pas l'oublier dans notre entreprise d'exposition, est donc d'abord une écriture. Et comme écriture, elle est une quasi-œuvre où l'auteur se cache et se dévoile à la fois. Cette écriture obéit à des règles explicites ou implicites. Ce ne sont pas les mêmes chez une jeune fille du XIXe siècle élevée au couvent et chez son frère envoyé en voyage d'études et d'affaires sur le continent européen. Le journal intime peut être, selon les époques, le sexe de l'auteur, son milieu social, exercice de piété pour débusquer tentations et péchés, vérification du suivi d'une règle de vie, traque des élans du cœur ou du frémissement des sens, évaluation scrupuleuse des actes de la vie, récit maniaque de dépenses en tout genre, ou simplement chronique des jours ordinaires. Le contenu des journaux intimes est pour qui les classe, les lit et les étudie, à la fois infiniment divers et étonnamment prévisible. En cela, l'individualité du sujet se fond dans la normalité culturelle de son temps et rend possible une histoire. Il y aura donc dans les journaux lettres d'Anne-Marie une petite musique, un style qu'il nous faudra donner à entendre. Et il y aura aussi l'écho d'une société qui se laisse deviner en arrière-plan. Le journal de voyage est une variante mobile du journal intime. Leur auteur est souvent attentif au spectacle du monde. Le texte se fait alors comptable de l'enrichissement moral et culturel du scripteur, témoin de ses états d'âme, gardien de sa mémoire. Le récit du voyage peut avoir une visée éducative, morale, ou témoigner du pur plaisir d'être ailleurs. Le journal de voyage est par ailleurs un média fantasque. Certains demeurent enfouis dans des archives secrètes à l'instigation de leur auteur, d'autres circulent au sein d'une société restreinte. Certains sont d'emblée destinés à la lecture publique ou même à la publication. Certains font l'apologie de l'ailleurs ou se résument à un long regret des gens et des pays quittés. Il faudra être attentif à ne pas choisir une mise en spectacle qui gommerait complètement la question du temps et de l'espace. On verra que choisir comme l'une des thématiques celle du retour est sans doute une bonne réponse, comme aussi l'identification du thème des modes de transport associés au plaisir comme l'une des directions de l'exposition. La correspondance, enfin, est elle aussi un genre qui à la fois témoigne de l'irréductible individualité du sujet et obéit à des règles. Il en est de toutes sortes. La correspondance amoureuse, performative, fait l'amour en même temps qu'elle le dit. La lettre d'émigré pense la douleur du partir, réaffirme sans cesse la solidité d'un lien distendu, puis entérine l'absence. La direction de conscience examine, soupèse et conseille. Le récit de voyage raconte le spectacle du monde. Les lettres d'Anne-Marie ont des statuts divers, y compris ses journaux lettres, ceux qui nous intéressent.
des statuts divers qu'il faudra donner à entendre en reprenant les adresses, formules de politesse, recommandations sur les envois, regrets de ne pas avoir reçu de réponse. Tout ce qui fait qu'il y a dans ces journaux-lettres une correspondance. Ces genres, enfin, ne sont pas étanches, loin de là. Ils se contaminent et leurs frontières sont poreuses. Combien de journaux intimes ou de correspondances mélangent les fonctions et les genres, passant en quelques pages de l'introspection douloureuse au récit du spectacle du monde, de la plainte amoureuse à l'analyse des performances d'une automobile, de la description minutieuse d'un jardin à des lieux communs religieux. On débouche là sur l'une des dernières caractéristiques de ces textes, et qui est sans doute celle qui va nous intéresser le plus, leur caractère kaléidoscopique. Bref, qui s'intéresse à un texte de l'intime devra d'abord s'attacher à en décortiquer les formes. Qui parle ici? Comment? De quoi? À qui? Pourquoi? Et ce n'est sans doute qu'au terme de ces détours qu'on verra apparaître la silhouette indistincte de la personne cachée derrière ces textes, dont la fonction affichée, pourtant, était au départ de tout dire. Les textes d'Anne-Marie Palardy qui nous intéressent n'échappent pas à la règle. Première remarque, on ne peut pas en prendre les énoncés pour argent comptant. Leur auteur, par exemple, dit qu'il ne faut pas les faire circuler, mais elle en organise la conservation et la lecture. Deuxième remarque, ils abordent des registres étonnamment divers, mélangeant expression de tendresse maternelle, description d'une audience chez le pape et liste d'achats. Ils sont aussi les traces d'une activité, une archive. Ils témoignent donc de trois choses. D'une part, ils témoignent sur eux-mêmes. Ils nous disent ce qu'était écrire à leur époque dans le cercle privé. Ils nous rappellent les normes de l'écriture, du style et même de l'orthographe. D'autre part, ils témoignent sur leur auteur. J'y reviens. Au fil des pages, une personnalité se dégage. Elle est à la fois unique et inscrite dans la société de son temps. Elle écrit ses émotions religieuses et ses sentiments avec les mots appris, les exprime dans les bornes acceptables par ses lecteurs et ses auditeurs. Mais c'est aussi une personne singulière, avec ses préférences et ses dégoûts, ses préjugés et ses curiosités, ses peurs et ses plaisirs. Enfin, ces textes témoignent de la société du temps. Et là, le registre est varié presque à l'infini. Ils nous prennent à témoin de ce qu'il faut acheter chez Selfridge et de la pratique du desk tennis, des audiences papales et de la façon de réagir à la perte d'un enfant. La question muséographique sera alors à la fois de choisir ce qui mérite d'être retenu et d'en trouver une traduction qui traduise la vérité du texte sans en trahir la lettre. Comment procéder pour faire en sorte que les choix scénographiques respectent ces qualités de l'archive, qui elles-mêmes trahissent une personnalité et une façon d'être au monde? On a compris que nous avons écarté l'option lourde de la socio-histoire avec sa panoplie d'objets et de modules d'interprétation pour tenter une approche légère, donner à entendre directement au visiteur le son de ces lettres, lui donner accès à ce qu'écrivait Anne-Marie sans intermédiaire. Sans intermédiaire, il s'agit évidemment d'un abus de langage. Il y a toujours un intermédiaire. Il s'agit de trouver un dispositif qui rende la mise en lecture la plus opératoire possible. Il s'agit que les modalités de cette mise en lecture produisent du sens au lieu de l'étouffer. Il s'agit donc d'opérer des choix pratiques. Examinons-les. Considérons d'abord le texte et son intégrité. Faut-il tout lire? Faut-il couper? Et si oui, que couper? Comment? Les options de lecture sont toujours plus grandes qu'on ne le croit. Certes, mis à bout, les transcriptions des feuillets d'Anne-Marie Palardy font 150 pages. Elles semblent défier la lecture intégrale. Et pourtant, on ne peut pas écarter d'emblée cette option. On peut toujours organiser une lecture longue, une performance d'acteur qui lirait l'ensemble dans son intégralité. Ou alors, ayons pitié d'eux, un relais d'acteurs. Ou même, à l'image de certaines performances, des lectures par de simples visiteurs qui se relaient. Les justifications d'un tel choix sont diverses. La plus évidente est le désir.
de respecter l'intégrité du texte. Alors cela s'impose dans le cas d'œuvres littéraires qui ont été pensées dans leur monumentalité. On organise des lectures de Proust. Et évidemment, on ne va pas organiser des lectures d'extraits de Proust. D'accord ? Mais dans un cas comme celui-ci, si le respect dû à la qualité du texte ne nous arrête pas, à la qualité purement littéraire du texte ne nous arrête pas, on peut trouver d'autres justifications à une lecture intégrale. Par exemple, donner à sentir la longueur de l'absence, mais aussi la répétition des voyages. On aura ici alors, par exemple, une vision chronologique des voyages, à charge pour le lecteur de sentir l'évolution du monde et l'évolution interne de l'auteur entre 1907 et 1923. Évidemment, si un auditeur peut écouter 40 heures de lecture. Le relais de lecteur est aussi une solution pour impliquer l'auditeur dans l'approche du texte. Souvent, dans une lecture en continu, c'est la performance qui compte et non le texte, et plus précisément la participation du spectateur devenu acteur. C'est pour protester contre l'altération de l'enseignement des humanités, par exemple, que l'on lisait en boucle La princesse de Clèves devant les grilles du Panthéon en France il y a 6 ans. Et c'était extrêmement amusant. Tout le monde avait envie d'aller lire, de prendre son relais, attraper le livre au bout des 10 minutes que chacun se voyait imparti, pour continuer à lire jour et nuit La princesse de Clèves. Il y a une dimension ludique dans cette affaire. Quand pour la nuit du patrimoine commence une longue lecture relais de Proust, il y aura toujours un relayeur disponible, même à 4 heures du matin. La question sera alors, en quoi le texte qui nous intéresse justifie-t-il un tel dispositif ? Il se pose aussi une question d'appropriation. Quel visiteur, quelle visiteuse a envie aujourd'hui de mettre dans sa propre bouche les mots qu'Anne-Marie Palardy demandait à sa nurse de lire aux enfants ? Pour quel effet de sens ? Et si finalement l'exercice tournait à la dérision ? Dangereux, la lecture longue, et pour d'autres raisons, tout simplement parce que ces paquets arrivaient les uns après les autres, et que donc ils se lisaient par groupe, mais pas du tout ensemble. Ils n'ont jamais été lus bout à bout, et les années suivantes, on ne relisait pas les textes des années précédentes. Laissons donc de côté pour l'instant la question de la lecture intégrale, ou plutôt renvoyons-la aux deux performances, sonores et vivantes. Peut-être trouvera-t-elle sa place là. Reprenons donc le texte sous un autre angle et autorisons-nous à le découper en éléments maniaques. Mais comment ? Selon quels critères ? On peut se laisser guider par la structure du texte. Anne-Marie Palardy, en effet, écrivait par ensemble d'une dizaine de lignes, développant brièvement une anecdote, relatant une rencontre, décrivant un paysage. Ce n'est pas trahir le texte, ni son style, que de respecter ces ensembles élémentaires. Reste à les organiser. La tentation est grande de revenir au récit didactique et de construire des chapitres qui permettraient de traiter méthodiquement les divers éléments de la vie sociale et culturelle du temps, de choisir dans les 3 approches citées au début et de considérer ces textes comme des indices permettant de parler d'autre chose, la pratique du voyage ou les péripéties industrielles de Chicoutimi. On a choisi une autre voie et essayé de mettre en résonance la sensibilité de jeunes femmes et de jeunes hommes d'aujourd'hui avec les émotions dégagées par ce texte. Nous avons donc, avec Philippe, confié pour lecture aux étudiantes du master et aux étudiants du master de muséologie un vaste ensemble de fragments, chacun muni d'une sorte d'étiquette indiquant le thème principal ou plutôt la tonalité émotionnelle qui les caractérisait. Sentiments religieux, mobilité et goût du progrès, attachement au Canada, mode et luxe, culture et fête, nostalgie, famille. Libre aux étudiants, aux étudiantes, de se saisir d'un thème, d'en sélectionner les fragments, de les organiser selon une approche thématique ou chronologique, ou les deux. Libre à eux et à elles aussi, pour l'instant, de découper ces fragments en morceaux plus petits, d'une phrase ou deux. Cette déconstruction du texte, nous en avons longuement parlé hier soir, a plusieurs avantages. En premier lieu, pratique. Elle permet d'avoir un matériau de base pour la lecture qui soit utilisable. Par ailleurs, les fragments demeurent authentiques, ou du moins conservent une sorte d'authenticité,
Ils n'ont été ni réécrits, ni altérés, encore que la question puisse être posée. Cette façon de faire nous semble en fait importante pour une autre raison. C'est qu'elle préserve l'émotion contenue dans le texte. Elle préserve aussi l'une des caractéristiques de fond de l'ensemble du texte, le côté kaléidoscopique que je notais tout à l'heure. Au lieu de réintroduire artificiellement une linéarité et une rationalité dans le récit, cette procédure préserve les éclats de réel qui jaillissent des carnets. En y réfléchissant, nous avons d'ailleurs senti que ces éclats de réel n'étaient pas simplement un jaillissement incontrôlé, et qu'il y avait une tension dans la structure de ces textes. Le monde extérieur, celui que découvre Anne-Marie Parlardi, est restitué sous forme d'éclats brillants et juxtaposés. Le bonheur qui la saisit quand elle monte pour la première fois dans un grand paquebot et qu'on lui offre des fleurs, l'émerveillement devant une grande représentation de théâtre à Paris, l'arrivée sur les bords de la Méditerranée, ça, ce sont des éclats de réel qui fonctionnent comme des éclats de réel. Mais il y a derrière une petite musique continue. Et la petite musique continue, c'est la répétition sans cesse de ce qui la rattache au Canada, de ce qui la rattache au Canada français, de sa religion catholique, de son rapport à la famille, de son rapport à son mari, un certain nombre de valeurs obstinées qui sont une petite musique permanente. Et sans doute, la déconstruction devra-t-elle être suivie d'une reconstruction en deux éléments. D'une part, faire sentir la base continue des valeurs de fond, et qui m'ont fait comprendre, soudainement en travaillant avec les étudiantes, qu'elle avait une très forte personnalité, une personnalité très structurée, qui n'était jamais déstabilisée ou mise surprise par ce qu'elle découvrait en Europe. Et d'autre part, restituer le jaillissement de surprise, de bonheur, de plaisir, d'émerveillement que représente le grand spectacle du monde européen en 1900, quand on appartient aux couches supérieures de la société. Reste à construire donc ces fragments d'une façon qui transmettra du sens. Au point où nous en sommes, la meilleure voie nous semble de préserver la structure kaléidoscopique et d'éviter de recoudre de façon historique et narrative ces fragments, en contournant, ce faisant, le récit téléologique et l'illusion biographique, dont on a vu au départ qu'il était un grand piège. Nous en sommes là aujourd'hui. J'ai encore quelques minutes. La seconde question à aborder est désormais celle de la mise en lecture. Quels choix opérer et comment les justifier? Mais je rappellerai aux plus jeunes des étudiants qui sont là que ce n'est pas la peine de sauter tout de suite sur la mise en lecture avant d'avoir bien réfléchi à ce qu'étaient les textes que nous voulions mettre en lecture, ce qu'ils étaient, ce qu'il y avait dedans. Une fois qu'on a bien saisi ce qu'il y a dedans, ce qu'on croit avoir saisi, alors on passe à la mise en lecture. Quels choix opérer et comment les justifier? Faut-il par exemple préférer la voix nue, une voix, des voix, une voix féminine, réaliste, une voix jeune, une voix de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans? Faut-il utiliser la musique, les images en soutien? Les exemples ne manquent pas de mise en voix. Ils illustrent le champ des possibles et des registres dans lesquels on peut s'inscrire. Je voudrais donc ici sortir de l'analyse des carnets d'Anne-Marie Parlardi et retourner dans le vaste monde, observer quelques situations de lecture de textes dans des contextes divers. 3 ou peut-être 4 exemples devraient attirer notre attention sur des solutions. Souvent, en effet, les décisions sont prises en ce domaine par mimétisme, parce qu'on a assisté à un spectacle convaincant, vu un dispositif qui marchait, parce que c'était comme ça quand on était jeune. Allons un peu plus loin. La lecture publique des textes est en effet un genre, des textes de l'intime, est en effet un genre ancien qui a connu récemment une vitalité nouvelle. Je repérerai au moins 3 domaines différents où on lit ce genre de texte en public: la radio, le théâtre, les musées. Et 3 exemples vont me permettre d'attirer votre attention sur les enjeux de la mise en parole. Le premier met en évidence l'importance du dispositif. Le second illustre l'importance de la scénarisation et ce qui advient lorsqu'un projet artistique fort se saisit d'un texte.
Le troisième affirme la possibilité de se servir du texte mis en parole pour faire émerger une autre parole vivante. La radio, commençons par elle, et par la question du dispositif. La lecture de lettres ou de journaux ou de mémoires est un genre radiophonique classique, très présent sur les stations publiques françaises. Je crois même qu'une ancienne émission s'appelait « À voix nue ». On retiendra, dans les productions récentes, sur France Musique en 2012, l'émission de Pierre Charvet, Du côté de chez Pierre. Pendant une année, elle a été entièrement construite sur la lecture de lettres, lettres d'Offenbach en Amérique, lettres de Berlioz, lettres de Marcel Proust à Reynaldo Hahn récemment. Cette émission illustre l'importance de ce que l'on appelle le dispositif. Le producteur-réalisateur de cette émission a dû effectuer un certain nombre de choix pour rendre audibles ces lettres. En premier lieu, les choisir et les couper. Mais par ailleurs, régler la question essentielle sur France Musique de la musique. Comment choisir les morceaux musicaux qui rythment l'émission? Doivent-ils être des illustrations de ce que dit le scripteur, qui, et si l'on cite Offenbach, parle de sa représentation de la péricole, on arrête tout et on écoute 1 minute et demie de la péricole, ou bien des contrepoints. La musique, et c'est une règle dans cette émission, n'est jamais une toile de fond pour la parole. Et je pense même que c'est une règle pour toute la station de radio. La musique est en soi ce que la radio diffuse, étudie et analyse, elle n'est jamais un arrière-plan. Un contrepoint, la question se pose, et la question se posera à nous. Que ferons-nous quand Anne-Marie Palardy nous raconte des concerts? Qu'est-ce qu'on fera? On donnera à entendre la musique qu'elle a entendue? Toutes ses sorties au théâtre, tout ce qu'elle nous raconte de la vie mondaine, on lui mettra une musique en arrière-plan? Ce faisant, on abîme le texte, on soutient le texte, on détourne l'attention, on concentre l'attention de l'auditeur. Autant de questions à se poser. Par ailleurs, le journaliste a rédigé son propre texte qui s'insère à des moments précis du dispositif entre lecture et musique. Et comme il est lui-même journaliste-producteur, c'est aussi lui-même qui lit les lettres. Et comme son ton de voix est très reconnaissable, c'est comme s'il lisait une lettre à lui adressée, mais aussi à l'auditeur adressée. C'est Offenbach qui écrit pour des lecteurs qui, à l'époque où il écrit, connaissent le monde de la musique. Il raille un ténor, se moque gentiment d'une chanteuse. Et l'ensemble de ses choix produit un effet de proximité et de familiarité très réussi. Mais on comprend que si l'ensemble fonctionne, comme on dit, c'est aussi parce que le dispositif choisi tient compte des auditeurs potentiels. L'effet de connivence ne fonctionnerait pas auprès de jeunes gens adeptes de heavy metal, par exemple. Je passe maintenant au théâtre. De nombreuses mises en scène théâtrales... Pardon ? Ça va ? De nombreuses mises en scène théâtrales ont par ailleurs produit ces dernières années des spectacles construits sur la lecture de lettres réelles, fictives se donnant pour réelles. Ceci pose d'autres questions, celle de l'écrit comme œuvre, littéraire ou théâtrale, de l'interprétation, de la scénarisation, de la mise en scène. Des festivals, festival de la correspondance de Grignan, ou festival étonnant voyageur à Saint-Malo, produisent chaque année des spectacles, et même des dizaines de spectacles. Prenons 2 annonces de spectacles de lecture de lettres du Festival de Grignan de 2013. Elles sont sur le site du festival sur Internet. Et elles donnent très bien à voir ce qui se joue de proprement spectaculaire dans ces lectures. Je prends la première. Rousseau-Voltaire. Le programme annonce pour le 4 juillet 2013, j'ouvre les guillemets, une lecture-spectacle collégiale, 22h, Rousseau/Voltaire, le combat du siècle. Adaptation libre, Gérald Ster. Mise en lecture, Didier Long, avec Michel Vuillermoz, sociétaire de la Comédie Française, et Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie Française. Le vocabulaire de l'annonce, le nom des protagonistes, souligne plusieurs éléments constitutifs de cette lecture-spectacle. Il y a un travail sur les lettres. On nous annonce une adaptation libre qui a un auteur,
Donc une autre œuvre s'est substituée aux lettres originales. Un travail d'acteurs dans leur mise en voix, on souligne que ce sont des acteurs de la Comédie Française, et un travail de mise en scène, c'est Didier Long qui fait la mise en scène. Il y a par ailleurs une dramaturgie qui est implicite dans le titre, Rousseau-Voltaire. Il s'agit d'un affrontement, et le choix des lettres va être construit pour nous raconter cet affrontement avec un début, un point culminant et une issue. Donc on a substitué, on a fabriqué à partir de ces lettres un autre récit. Même exigence dramaturgique, même présence d'un grand metteur en scène et même exigence dramaturgique dans un autre spectacle de la même édition du festival, Les lettres à sa femme du philosophe français Louis Althusser. Je vous lis l'annonce de la lecture publique telle qu'elle est postée sur le site du festival. Vous noterez l'intervention de l'un des plus célèbres dramaturges français du moment, Daniel Mesguich, mais surtout la proposition d'une dramaturgie très construite. Il ne s'agit aucunement ici de lire le document brut, de le laisser parler sans interposer entre le scripteur et l'auditeur, mais de reconstruire une trajectoire intime dont on connaît l'issue, le fait que Louis Althusser a assassiné son épouse, qui était la destinataire de l'une des séries de lettres qui sont lues dans ce spectacle. Les lettres servent ici à répondre à une autre question. Qui était Althusser? Et à une question subsidiaire. Qu'est-ce qui l'a conduit, comment a-t-il été conduit à assassiner son épouse? Et la dramaturgie conduit le spectateur vers une interprétation issue du travail d'analyse préalable du dramaturge sur les lettres. Je vous lis, j'ouvre les guillemets, 19h, ouvrez les guillemets, les philosophes amoureux, Althusser. Les philosophes amoureux, c'est le sous-ensemble, Althusser, l'acte impensable. C'est le titre du spectacle qui est dans la série Les philosophes amoureux. Adaptation libre, Françoise Hamel, avec Daniel Mesguich. On continue. Quoi? Louis Althusser a tué sa femme Hélène. Il l'a étranglée un matin de novembre 1980 dans leur appartement de fonction à l'école normale supérieure rue d'Ulm. Il a aussitôt appelé au secours et avoué son acte impensable. Lui, un célèbre philosophe, le créateur de concepts, j'en coupe un petit peu, Althusser a la rubrique des faits divers, la stupéfaction est totale. Pendant plus de 30 ans, il écrivit à Hélène, ma choucha, ma choupinette, ma bistoufle. Ce jeune catholique proche de Jean Guiton se sentit une mission, sauver de cette erreur cette femme si attachante, juive, vraie résistance, mais peut-être coupable d'erreurs qui furent fatales à d'autres pendant la guerre. Malgré les rumeurs, il l'a toujours soutenue. Je m'arrête là. Il y a une dramatisation de la relation entre Althusser et son épouse, et les lettres vont être là pour soutenir cette dramaturgie. Je passe maintenant à un troisième point de vue, beaucoup plus modeste, beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins fort peut-être. Les autres institutions culturelles, que sont les bibliothèques, ont depuis bien longtemps la pratique de ces lectures qui correspondent à leurs moyens, leur architecture, leur public. Face à des lecteurs d'auteurs, lettres d'auteurs moins célèbres, avec des partenaires théâtraux plus modestes, c'est du coup l'ensemble de la programmation et les médiateurs culturels qui donnent à l'auditeur des indications sur la façon dont il doit recevoir le texte. Je prendrai pour exemple une lecture montée par la bibliothèque Eva Circé-Côté de Sherbrooke. Ce qui nous intéressera ici, dans le vocabulaire du communiqué de presse, c'est la notion de patriotisme, un peu inattendue. Il y a là aussi des comédiens, donc des professionnels de la parole, un théâtre, donc une mise en scène, et un choix de texte, dont la signification est donnée à comprendre au spectateur d'emblée. Les lettres de Rainer Maria Rilke représentent une réflexion sur la nécessité de garder le contrôle de sa propre mort. C'est une thématique qui peut parler à chacun. C'est l'homme mourant, pas seulement le poète, que donne à entendre la lecture. L'autre, les lettres du chevalier de Lorimier, s'inscrit aussi dans la perspective de la mort affrontée. Ce sont les dernières lettres du condamné à mort qui sont ici lues. Mais la présentation les réinscrit au sein du grand récit national du Québec qu'il fait vivre à travers un héros. Je cite, « Regard sur le chevalier de Lorimier, né en 1803 dans l'Anaudière, François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, devient notaire en 1829.
Il est condamné à mort, j'en passe un peu, le 11 janvier 1839, puis pendu le 15 février suivant avec d'autres compagnons. Avant de mourir, il a écrit une importante série de lettres. Jacinthe Tremblay a choisi une dizaine de correspondances qui font état de ses derniers adieux à sa femme, à ses amis, à sa famille, et où il explique son action politique contre l'oppresseur. Une lecture qui promet d'être émouvante et patriotique. On a donc là un recadrage complet de lettres, et peut-être même, je le soupçonne, une sorte d'erreur de perspective entre le projet du choix des lettres, ce sont deux hommes devant la mort, et la grille de lecture proposée par le communiqué de presse, où on revient à une thématique plus familière, celle du héros national. Je terminerai avec la question de la lecture des lettres dans le cadre de l'action culturelle et des gens ordinaires. L'action culturelle représente un contexte où le spectateur est assigné à son statut de spectateur et demande une forme moins savante, requérant plus la participation du spectateur. Les lettres de soldats sont un bon exemple de ces mises en lecture assises sur des lettres de gens de moindre notoriété. Les musées consacrés aux guerres, et en particulier à la Grande Guerre, sont passés depuis longtemps d'un discours surplombant fait de récits de bataille, assez téléologiques, puisque conduisant naturellement à la victoire du vainqueur, à des récits éclatés, reflétant la souffrance et la vie des soldats. Dans ce contexte, les lettres de soldats ou leurs journaux intimes sont devenus une ressource. Les musées et les expositions associent souvent des lectures de lettres ou de journaux de soldats à une exposition plus classique. J'ai repéré une lecture associée au musée de la Grande Guerre de Meaux. On y voit une dimension créative avec un collectif d'artistes, mais le travail artistique est ici envisagé dans une perspective toute différente de celle des interventions de Daniel Mesguich à Grignan. Il s'agit de mobiliser le public autour d'une expérience humaine et culturelle. Je lis, et c'est ma dernière citation, « Exposition en accès libre et gratuit. En partenariat, il s'agit du musée de la Grande Guerre de Meaux. » Ce n'est pas un des grands musées français de la guerre. En partenariat avec le centre hospitalier de Meaux, le foyer départemental de l'enfance et le lycée de Guéatrem, action financée par la direction régionale de l'affaire culturelle et l'agence régionale de la santé d'Île-de-France, dans le cadre du programme régional Culture à l'hôpital. Un collectif d'artistes réunis par l'association Production Grand Angle pour créer une lecture-spectacle sur la période 14-18 s'est rapproché pour cela du musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Le musée, lieu de vie et d'expérience pour tous, a souhaité que ces collections soient le point de départ de cette aventure pluridisciplinaire et intergénérationnelle. Une malle d'objets qui a voyagé de l'hôpital au foyer a permis de faire redécouvrir à chacun une époque. Réduire l'espace, du temps et des distances, accueillir des publics que tout semble éloigner du monde de la culture, telles sont les missions du musée. Cette expérience humaine et culturelle dont les résultats est exposé a ouvert des possibles. Tous les participants au projet, volontaires et impliqués, se sont exprimés et ont contribué ensemble à la réalisation d'une œuvre. L'histoire de la Première Guerre mondiale, les objets, photos, affiches qui la racontent ont été au cœur de ces créations. Elles dévoilent une histoire commune et des mémoires qui ressurgissent, qui se construisent et qui dialoguent. La lecture des lettres, qui est donnée là à faire à des participants ordinaires, est l'occasion pour eux de créer leur propre discours sur leurs propres souffrances, leurs propres maladies, leur propre expérience de vie. C'est un appui dont on se sert pour créer autre chose. En conclusion, je dirais que ce tour d'horizon permet de reconstituer ce qui me semble les enjeux de notre travail. Il me semble que ce qui est en jeu ici, c'est la possibilité de faire émerger de ces textes autre chose que ce qu'une exposition traditionnelle d'histoire sociale et culturelle nous aurait donné. Un discours descriptif sur une société donnée à un moment donné. Par la légèreté des dispositifs permis par le numérique et la mise en voix, par l'attention portée à la question de l'émotion, par la mise en résonance des sensibilités contemporaines et celles de l'auteur de nos textes, sans pour autant faire disparaître l'authenticité des textes et leur intégrité. Il est peut-être possible d'expérimenter un langage muséographique neuf, neuf non pas dans ses outils mais dans ses procédés, un langage décalé, sensible,
qui ferait émerger du document d'archives des dimensions présentes, mais trop souvent cachées. Je vous remercie.